Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner envie de découvrir ou de redécouvrir une comédie absolument culte du cinéma français, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Bon, c'est quand même marrant que tu commences par ce film pour parler de Pierre Richard, c'est pas son meilleur. Je vous demande pardon. Alors, je suis absolument d'accord avec toi, mais ce film reste quand même un pilier du cinéma français. J'ai confiance en eux. Pour moi, ça me paraît vraiment impossible de parler de comédie française du XXe siècle sans évoquer Le Grand Blond. Pourquoi? Bon, déjà, on va parler un petit peu de chiffres. En France, le film fait 3,5 millions d'entrées, ce qui le classe déjà dans le top 10 de l'année 1972. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Ah ben je suis d'accord, elle a complètement raison. Oui, alors attendez-vous deux, j'y viens. Ce qui va rendre les scores un petit peu dingues, c'est qu'au niveau mondial, ce film va atteindre à peu près 40 millions d'entrées. Quoi? Oui, et c'est en partie grâce à toi. En mars 2026, au moment où je tourne cette vidéo, le film reste encore dans les plus gros succès mondiaux d'un film français. Nom de Dieu. C'est quoi du coup les autres? Alors si ça te dérange pas, on va garder un petit peu le suspense parce que je vais en faire plusieurs dans mes prochaines vidéos. Par contre, sur Wikipédia, il parle plutôt de 35 millions. Oui, alors c'est des données qui ont 54 ans, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est que le film fait 29 millions en URSS, 3,5 millions en France, 3 millions en Allemagne et 1 million en Espagne. Et rien qu'avec ces 4 pays, on est déjà à 36,5 millions. Le film ayant une sortie internationale, l'Inde est un beau marché à l'époque pour les comédies françaises. On a en plus l'Asie et les États-Unis. Pour moi, on est largement au-delà des 40 millions. Et pour moi, le film reste sous-évalué sur Wikipédia. Mettez-vous au travail. Non mais t'as raison, on va avancer. Par contre, avant quand même, pour que tu te rendes bien compte de ce que ça représente 40 millions d'entrées, c'est à peu près l'équivalent d'un film comme d'une Captain America First Avenger ou Black Widow. Et c'est une comédie française de 72. Vraiment? Ah, c'est quand même dingue. Oui, d'autant que c'est un film très raisonnable. Il a coûté à l'époque environ 4 millions de francs à produire. Ah, tu sais que ça parle plus à personne les francs en Ouais, 2026. c'est pas faux. En conversion pure, ça fait 610 000 euros. Mais si on tient compte de l'inflation, on est dans les 4 millions, 4 millions et demi d'euros. Ah, c'est vraiment pas énorme en fait. Après, il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, le salaire des acteurs, même des très connus, était pas aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui. Je ne veux pas de commentaires. Au fait, il est pas inspiré d'un bouquin le film? Alors, c'est ce qu'on peut lire, mais a priori, c'est pas le cas. En fait, il y a bien un bouquin d'espionnage qui parle d'un agent secret qui a une couverture de violoniste, ce qui pourrait expliquer la confusion. Mais Weber a toujours déclaré qu'il a juste voulu se moquer des guerres internes au sein du SDECE. Du quoi? C'est l'ancien nom de la DGSE, la CIA française, si tu veux. Ah, comme dans le bureau des légendes? Bah oui, c'est tout à fait ça. En fait, au début des années 70, il y a eu des problèmes de guerre interne qui ont été rendus publics dans les médias, et Weber a juste voulu s'en moquer. On tourne en rond! Il a raison, faut qu'on avance. Avant, on va quand même prendre 2 secondes pour parler de l'importance capitale du titre pour un film. C'est pas quelque chose d'anodin. Et Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est un titre absolument génial. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on visualise tous, un grand blond avec une chaussure noire, et qui pose une question. Pourquoi le mec n'a qu'une chaussure noire? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est une erreur? Et ce questionnement, en fait, va implicitement te pousser à aller chercher la réponse au cinéma et aller voir le film. Mais c'est magnifique. C'est vrai, d'ailleurs, il devait s'appeler autrement au départ. Oui, effectivement, le projet de base, c'était La Boîte à Malice. Et même si on le saura jamais, moi, je reste quand même convaincu qu'avec ce titre, le film aurait eu moins de succès en France. Comment le savez-vous? Non, effectivement, concrètement, c'est impossible à prouver, mais on peut l'imaginer, quoi. Il rame? Non, c'est mon avis. Après, bon, je peux pas le prouver. Ah oui, c'est ça, il rame. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Oui, mais je me fous de vos impressions! Allez, avançons par pitié. On va dérouler le film avec quelques extraits, mais avant une petite fiche technique. À la réalisation, on retrouve Yves Robert. Lui, il a absolument toutes les casquettes. Il est réalisateur, scénariste, acteur, metteur en scène et producteur. Parmi ses plus gros succès comme réalisateur, on retrouve La Guerre des boutons. Avec quasiment 10 millions d'entrées. Énorme succès. On retrouve aussi La gloire de mon père. 6 millions. On retrouve aussi Le château de ma mère. 4 millions. Et bien évidemment, Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite, Le retour du Grand Blond. C'est 6 millions et demi au total. En fait, sur les 21 films que fait Yves Robert, il y en a 17 qui feront plus d'1 million d'entrées. Il est très fort. Ouais, franchement, respect. Ouais, belle carrière. Au scénario, Yves Robert accompagné de Francis Weber qui fera aussi les dialogues. Alors Weber, c'est comme Robert, c'est un touche-à-tout. Il est acteur, scénariste, producteur, réalisateur, mais aussi dramaturge, journaliste et écrivain. En termes de cinéma, il réalisera 12 films, dont 9 à plus d'1 million d'entrées et pas des petits. On a parmi eux Le Dîner de con. Lui, c'est plus de 9 millions. On a aussi Le Placard, 5 millions. La Chèvre, 7 millions. Les Compères, 4 millions. Les Fugitifs. Encore 4 millions. Weber, c'est aussi 2 Molières, 6 nominations au César avec une victoire et une nomination aux Oscars. Aux Oscars? Oui, nomination partagée avec d'autres pour l'adaptation américaine de La Cage aux folles. Ah bah, j'adore ce film, tu vas en parler? Oui, c'est possible, ça reste une grande comédie du XXe siècle. Très bien. À la musique, Vladimir Cosma, qu'on ne présente plus, je pense, aujourd'hui. C'est un compositeur, violoniste et chef d'orchestre. Au cinéma, c'est plus de 170 films, majoritairement de comédies, mais que du lourd. On pourra en mettre 40, mais on va prendre Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Grand Blond et Le Retour du Grand Blond, parce que La Flûte de Pan, c'est vraiment une idée géniale. Et au hasard, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Bon, c'est pas un de tes films cultes, ça? Si, j'avoue, j'ai voulu le placer. D'ailleurs, il sera sur la chaîne, c'est certain.
Il fera une grosse bêtise. Ah bah alors je m'en fous, c'est un film que j'adore, c'est un film culte de mon enfance, c'est sûr, il sera sur cette chaîne. Bien. Bon, sinon, bien sûr, il y a aussi L'aile ou la cuisse, La Boum, Le Père Noël est une ordure, L'As des As, La gloire de mon père, Le dîner de con. Bref, il en a fait vraiment plein. C'est aussi 6 nominations au César, dont 2 trophées. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, et comme vous l'entendrez probablement beaucoup sur cette chaîne, il n'y a pas de grand film sans grande musique, et ici, c'est le cas. Vladimir Cosma a eu l'idée d'utiliser de la flûte de Pan, qui est un instrument qui a une connotation folklorique, pour un film d'espionnage, et cette idée est... Très bonne. Oui, et c'est même une idée absolument géniale. En fait, le son de la flûte de Pan, il résonne parfaitement avec le côté complètement perché et lunaire du personnage. D'ailleurs, cette musique, on l'entend encore très régulièrement. Oui, en fait, c'est un morceau qui revient régulièrement quand tu veux faire ressortir le côté maladroit de quelqu'un. Ça a été utilisé par McDo dans une pub en 2018. Vincent est ce qu'on appelle un poissard. Quand Vincent doit prendre un train... Ikea en 2021. Et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. C'est samplé régulièrement dans des morceaux de hip-hop, par exemple, notamment. C'est un morceau qui rapporte aujourd'hui encore des milliers d'euros par an de droits d'auteur. C'est du travail bien fait. Au casting, Pierre Richard dans le rôle titre. Lui aussi, il est multicasquette parce qu'il est principalement acteur, mais aussi réalisateur, scénariste et producteur. Avant le Grand Blond, il commençait à être un petit peu connu avec quelques films à plus d'1 million d'entrées, comme Le Distrait ou Les Malheurs d'Alfred. D'ailleurs, il n'était pas aussi scénariste et réalisateur sur ces 2 films? Si, sur ces 2 films-là, c'est lui qui a tout fait. Mais c'est vraiment le Grand Blond qui va lui donner son statut d'acteur culte. C'est très aimable. Le Grand Blond est un tel succès à l'international qu'il est même envisagé des collaborations américaines avec de grands noms d'humour comme Jerry Lewis ou Gene Wilder, mais qui n'aboutiront malheureusement jamais. Par contre, Pierre Richard en France va devenir incontournable. C'est l'une des grandes stars de la comédie des années 70 et 80. Il devient absolument culte avec son rôle de rêveur, distrait, maladroit et souvent complètement lunaire. Et il va enchaîner des dizaines de comédies, parmi lesquelles La course à l'échalote, quasiment 3 millions, Le Jouet, qui a eu droit à son remake avec Jamel Debbouze, 1,2 million, Je suis timide mais je me soigne, C'est pas moi c'est lui. Bref, il va faire 20 films à plus d'1 million d'entrées et 3 films en duo avec Depardieu qui vont dépasser les 4 millions, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, mais on en reparlera aussi. Le grand jeu, hein, mais faites ça discrètement. On va faire une petite parenthèse sur le nom du personnage, à savoir François Perrin. En fait, Francis Weber dans ses films utilise régulièrement 2 noms qui sont devenus cultes et qu'on voit tout le temps, François Perrin et François Pignon, bien qu'ils portent le même nom, c'est des personnages qui sont totalement différents. Bizarre. Oui, c'est étrange. Oui, mais en fait, c'est parce que pour Weber, c'est le même type de personnage. C'est des personnages qui sont gentils, candides, naïfs, parfois à la limite de l'idiotie, quoi. Oh bah, c'est toi, en fait. Bon, elle était facile, mais accordée. Juste pour info, Pierre Richard, en fait, il a été 5 fois François Perrin et 2 fois François Pignon. On n'arrivera jamais à rien comme ça. Oui, on va continuer, en plus avec un acteur que j'adore, Bernard Blier. Blier, c'est pas loin de 200 films, dont Quai des Orfèvres, Les Misérables, Le Grand Restaurant, Le Génial Tonton Flingueur ou 100 000 $ au soleil, par exemple. J'ai déjà parlé de lui dans ma toute première vidéo, dont le lien doit être par là, et on en reparlera sur la chaîne. Bien. On continue avec un autre grand nom du cinéma français, Jean Rochefort. Rochefort, c'est plus de 150 films, dont Un éléphant, ça trompe énormément, Le Génial Tandem, Que la fête commence, qui lui rapporte un César, Le Crabe Tambour, qui lui rapporte aussi un César. D'ailleurs, il sera aussi nommé 4 fois de plus au César. C'est très positif, non? Ah ouais, franchement, un gros respect aussi. Ouais, effectivement. On retrouve aussi un autre acteur génial, Jean Carmet. Jean Carmet, c'est plus de 180 films. C'est rarement la star principale, mais il joue souvent des rôles importants. On le retrouve notamment dans La Victoire en chantant, Buffet froid ou La soupe aux choux, dont j'aimerais bien parler sur cette chaîne d'ailleurs. Oh bah c'est sûr que 2 vieux qui pètent pour attirer un extraterrestre, c'est parfaitement dans tes cordes. C'est un prétexte. Comment ça, un prétexte? Bah oui, le film, c'est une critique de la société, c'est pas juste 2 vieux qui pètent. Ah ben, j'ai compris de travers alors. T'inquiète pas, on y reviendra. Jean Carmet, c'est aussi 4 nominations au César avec 2 trophées. Et enfin, on retrouve Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, c'est une 50aine de films avec souvent des rôles de femmes libérées et sexy. Elle jouera notamment avec Alain Delon, dont elle partagera aussi la vie, mais c'est dans Le Grand Blond qu'elle aura son rôle le plus iconique, entre guillemets. Elle joue d'ailleurs un rôle extrêmement important dans le succès international du film, mais on va en reparler un petit peu plus tard. À tout de suite. Dans ce film, on retrouve quelques têtes connues de l'époque, comme Paul Leperson, Robert Castel, Robert Dalban, Jean Saudray, Maurice Barnier ou Gérard Majax. Le synopsis du film en quelques mots, c'est un homme lambda, rêveur et maladroit, qu'on fait passer à son insu pour un agent secret surentraîné. Qu'est-ce que c'est que
Ce foutoir. Et le film débute quelque part à New York. Ah, ou c'est à New On York? s'en tape, non? Oui, t'as raison, c'est pas fou. Comment? D'autant qu'ils y ont jamais foutu un pied à New York. C'est juste pour faire un peu agent de la DGSE, quoi. Je ne sais pas. Un agent français du contre-espionnage qui s'est fait choper avec de la drogue va finir par balancer son boss. C'est pas bon signe. Ils sont pas censés être entraînés pour résister à ça? Si, alors il y a deux options. Soit c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, soit il y a un piège. Retour en France, où Jean Rochefort, qui est le chef des services secrets, va échanger avec Bernard Blier, qui est son chef adjoint. Tu donnes pas leur nom de code? Alors, effectivement, c'est des agents du service secret, donc ils ont tous des noms de code, mais pour simplifier la vidéo, on va utiliser le nom des acteurs. Ce n'est pas grave. Moi, cette scène, je la trouve absolument géniale, parce que rien n'est dit, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre dans la conversation, et pourtant, entre les regards, les silences et les intonations de voix, eh bien, on comprend directement l'intention de l'histoire. C'est Blier qui veut piquer la place de Rochefort. Moi, il y a vraiment une bonne ambiance au bureau. Je vous demande pardon. Ensuite, on découvre que Blier fait espionner son boss, Je tombe des nues. mais que ce dernier est parfaitement au courant. Non, de Dieu. Ah bah oui, vraiment une bonne ambiance. Oui, et durant tout le film, Blier ne s'apercevra jamais que son boss est au courant. Et pour le piéger, Rochefort va mettre en place, Un piège à con. et pour ça, il va faire croire qu'un témoin va venir pour balancer Blier. Mais il n'existe pas, donc. Ah non, pour ça, ils vont choisir un mec au pif. C'est tordu comme plan. C'est possible. Rappelle-moi comment ils vont le choisir, le mec? Ah ben, comme je t'ai dit, vraiment au pif. Hein. Ah, c'est vraiment hyper tordu. Donc, nous sommes à l'aéroport. Blier a envoyé tous ses hommes pour voir qui était le fameux type qui va venir témoigner. Et l'assistant de Rochefort va choisir dans les anonymes de l'aéroport une personne. Bien évidemment, ça va tomber sur notre Pierre Richard, tout simplement parce qu'il a des chaussures dépareillées. D'où le titre du film, du coup. Le grand blond avec une chaussure noire. Eh ben oui. Du coup, tu nous rappelles pourquoi il a des chaussures dépareillées? Alors ça, on va l'apprendre un petit peu plus tard dans le film. En fait, il joue dans un orchestre et c'est un petit peu la tête de Turc, si tu veux. Donc ses collègues lui font toujours des saloperies et les chaussures dépareillées, c'est une mauvaise blague. Très vilain, monsieur. Et donc, à cause de la blague un petit peu pourrie de ses collègues, eh ben, les ennuis vont tomber sur lui. Faut reconnaître que là, il a quand même une bonne tête de vainqueur. Hein. De toute façon, moi, je trouve que Pierre Richard, c'est vraiment un super acteur. Donc, on revient à l'histoire. L'assistant de Rochefort s'approche de lui, l'enlace amicalement, puis s'excuse en disant qu'il s'est trompé, mais bien évidemment, le mal est fait. Tous les espions de Blier ont vu la scène et pensent désormais que c'est ce mec qui est venu là pour faire tomber leur boss. Mais c'est aberrant. Et du coup, ils vont le buter. Non mais réfléchis 2 secondes. Bah quoi? Non mais réfléchis. Vous pouvez pas travailler avec votre tête de temps en temps? Ah bah oui, je suis bête. S'il le bute, il n'y a pas de film. Mais tu vois quand tu veux. Donc évidemment, ils vont pas le buter parce que sinon, il n'y a pas de film. Ils vont plutôt essayer de découvrir les informations qu'il possède. Mais on est d'accord que le gars, il sait quand même rien du coup. Et voilà, encore une fois, tu as compris le concept du scénario. Réussir à obtenir des informations de quelqu'un qui ne sait absolument rien. Donc, l'appartement de Pierre Richard va être fouillé intégralement et il va être mis sous écoute. Dans cette scène, ça nous permet de voir le jeune Gérard Majax qui ne sera malheureusement pas crédité au générique. Et en plus, c'est lui qui fait les manips de cartes au début du générique. Ça, c'est une bonne info. Donc, ils vont fouiller la vie de notre Pierre Richard et ils vont même remonter assez loin. Dépucelé par l'infirmière majeure. Mais notre Pierre Richard, c'est un homme tout à fait ordinaire, musicien de profession. Par contre, il est très tête en l'air et très maladroit. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un, mais je ne saurais pas dire qui. Continue à ne pas savoir. Bon, par contre, il couche quand même avec la femme de son meilleur pote, c'est pas terrible. Oui, alors effectivement, mais il culpabilise énormément. En fait, on a un peu l'impression qu'il arrive juste pas à dire non, il est quasiment manipulé, quoi. Par contre, évidemment, ne fais pas ça, c'est pas bien. C'est important. Donc toute l'équipe de Blier va se mettre à suivre cet homme, comme si c'était un agent secret surentraîné, et donc toutes les maladresses de ce pauvre type vont être analysées en pensant qu'il s'agit de techniques d'agents secrets ultra sophistiquées. Non, je comprends bien, il y a sûrement une raison, mais pourquoi tire-t-il la chasse d'eau? Alors que c'est juste un mec un peu bizarre qui vit sa vie, quoi. Et oui, et c'est là vraiment que réside tout l'humour du film. Et le gars, il va vraiment se rendre compte de rien. Eh ben non. Et le pire, c'est que moins Blier va comprendre, plus il va chercher à comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Et non. Mais ça, ils le savent pas. Et donc, ils pensent juste qu'en fait, le mec est trop fort. Il nous balade depuis le début, il joue avec nos nerfs. Donc, il va le buter. Non, non, je veux le savoir, on va essayer autre chose. Donc, Blier, qui ne capte toujours rien, va sortir l'artillerie lourde et infiltrer un agent, mais pas n'importe qui, la sublime Mérida. Oh, la chance. Évidemment, notre Pierre Richard va tomber directement sous le charme. Ah oui, parfait, oui. Et c'est maintenant la fameuse scène de la robe. Celle-là? Bon, il va effectivement falloir faire une petite pause dans le déroulé du film parce que cette robe mérite un petit peu qu'on s'y attarde. Alors, pourquoi? Ah bah, j'allais te le demander, tiens. Bah vas-y. Donc déjà, rappelons le contexte. On est en 1972. Même si les mœurs se sont bien libérées après mai 68, la France, elle reste quand même un petit peu puritaine. On voit déjà au cinéma des bikinis ou des décolletés, mais c'est pas si fréquent, et surtout dans des comédies familiales et populaires.
En plus, ici, il y a un énorme effet visuel parce que devant, on voit un col roulé et des manches longues. On pourrait croire que la robe est faite pour un enterrement. Et quand Mireille Darc se retourne, on voit un dos nu et l'arrêt des fesses apparente. C'est tout ce que vous avez trouvé? Alors non, même si l'anecdote elle est extrêmement connue, c'est Mireille Darc elle-même qui a demandé au couturier Guy Laroche de créer cette robe, mais elle ne l'a dévoilée que le jour du tournage. Le but c'était de créer un effet waouh et de marquer les esprits, et on peut dire que c'est réussi parce que cette robe, ça reste l'image la plus célèbre du film, elle est même au-dessus de la chaussure noire de Pierre Richard. Ah bon? D'ailleurs, Pierre Richard découvre la robe le jour du tournage, sur la première prise, et bien que la scène ait été jouée plusieurs fois, Yves Robert a toujours affirmé avoir gardé la toute première prise au montage, car c'est celle apparemment où l'étincelle de stupeur dans les yeux de Pierre Richard était la plus pure. Mais je te jure! Au-delà de la France, cette robe, elle a eu un impact incroyable. Dans plusieurs pays, le film il n'a pas été censuré, mais il a été retouché pour qu'elle disparaisse parce qu'elle était jugée trop provocante. Bah, comment ça? Une technique assez simple, en fait, il y avait un zoom sur la tête de Mireille Darc dès qu'elle se retournait afin que les gens ne voient pas le dos nu. Bah, par contre, du coup, on ne devait plus rien comprendre à la scène, si? Et non, c'est toute l'ironie du truc. En fait, on voyait Mireille Darc qui se retournait et Pierre Richard qui faisait cette tête-là. Mais du coup, bah, c'était absolument impossible de comprendre pourquoi il faisait cette tête, donc plus aucun ressort comique. Si ça se trouve, même les gens étaient allés voir le film juste pour cette scène. Et vous? Non, mais c'est même une certitude. Sans ça, le film n'aurait sûrement jamais fait autant d'entrées à l'international. Yves Robert, d'ailleurs, lui-même l'a admis. Il disait que la robe avait fait plus pour la promotion du film à l'étranger que n'importe quelle campagne de publicité. Ah, c'est dingue. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Oui, allez, on va continuer de dérouler notre film. Donc, Pierre Richard arrive chez Mireille Darc. Elle va le séduire afin de le faire avouer, mais il est tellement maladroit que rien ne va se passer comme prévu, même si à la fin, quand même... Ça y est, il baise. Ah oui, alors, espionner jusqu'au bout, quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc, après l'amour, notre Pierrot se lâche et annonce... J'ai un secret. Bon, là, évidemment, Billet, il est comme un foufou. Hein. Il pense avoir gagné. Évidemment, le secret, bon, c'est juste une connerie. Tu spoiles pas pour une fois? Non, par contre, pensez à... Laissez le son. Malgré tout le professionnalisme de Mireille Darc, notre Pierrot n'avoue rien. En même temps, il y a toujours rien à avouer. Ça il se donne du mal, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce moment-là, le film va un petit peu s'accélérer. Rochefort va augmenter la pression et laisser croire à Blier que Pierre Richard va venir témoigner le lendemain. Donc Blier passe au niveau supérieur et décide de le tuer. Ils ont bien fait de s'amuser un peu. Au même moment, Jean Carmet va découvrir que sa femme le trompe avec Pierre Richard. C'est pas son moment dans le film, là. Et attends, c'est pas fini. Rochefort va décider de rappeler les hommes qui assuraient sa protection. Non, c'est vraiment pas son moment. Absolument pas. Là, pour info, je vais spoiler la fin. Donc si vraiment tu tiens à garder le suspense, tu peux arrêter la vidéo ici. Mais c'est une comédie, pas un thriller. Donc la fin n'a rien de révolutionnaire. En plus, on sait qu'il y a une suite, donc on la devine un petit peu. Ça n'étonne personne. Donc à ce moment-là, Blier pense encore pouvoir s'en sortir. Mais Pierre Richard, par sa naïveté, attire la sympathie. Et Mireille Darc et Perrache, l'assistant de Rochefort, vont finir par l'aider. T'as pas parlé de ce pauvre Carmet qui va devenir complètement chèvre. Alors non, j'en parle pas ici parce que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, c'est juste du comique supplémentaire et donc je laisse le plaisir de la découverte. Mais il va pas finir très bien, le pauvre. Non, arrête, c'est agaçant. Blier va finir par entrer dans l'action. Malheureusement, ça lui coûtera la vie. Oh merde. La scène de crime est nettoyée et notre Pierre Richard, comme depuis le début, n'y verra absolument que dalle. Mais Mireille Darc est tombée amoureuse de lui et va finir par lui avouer la vérité. C'est une journée bizarre. Le mec, il aura passé tout le film à ne rien capter. Et oui, effectivement. Et donc à la fin, Pierre Richard et Mireille Darc s'envolent pour Rio. Mais pas ensemble. Alors si, mais de manière un peu particulière. Je ne comprends pas. On va te laisser la surprise, et le film se termine réellement par Jean Rochefort, qui évoque la possibilité de pouvoir recruter Pierre Richard comme agent secret, ce qui nous amènera au retour du Grand Blond, mais c'est une autre histoire. Très bien d'ailleurs. Bah, ça mériterait une vidéo d'ailleurs. Et pourquoi pas, mais pas dans la prochaine, parce que dans la prochaine, on va parler d'un genre qui a quasiment disparu du cinéma actuel. Ah, le teasing de ouf. Par contre, t'as pas placé ta réplique, il y a un os, c'est pas de la tarte, tout ça? Alors non, du coup, parce que vu que j'ai déjà parlé de billets, j'ai déjà mis un lien pour ma première vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir. Il est très fort. Merci infiniment si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine. Salut l'équipe. Au revoir. Rentrez chez vous.